vous l'attendiez, hein. Et oui, comment parler de l'arsenal de Rochefort et de ses défenses sans évoquer le plus célèbre des forts français ? Pourtant, il en aura fallu des efforts pour le construire, et on l'a abandonné tellement de fois qu'il a bien failli ne jamais voir le jour. Aujourd'hui, je vous fais découvrir l'histoire et l'intérieur du Fort Boyard. Avant de commencer, il faut savoir que le chantier du Fort Boyard a été une succession, voire un raz-de-marée de problèmes. On va donc reprendre notre bon vieux compteur, pas de bol. Bien, ceci étant dit, reprenons notre carte. Voici la rade que vous commencez à bien connaître. Sous Louis XIV, l'estuaire est bien défendu, l'accès sud également avec la citadelle du château d'Oléron, mais au nord c'est plus compliqué, même si l'île d'Aix tente de faire barrage ici avec le fort de la rade. Le souci, c'est que les canons de l'époque ne tirent qu'à environ 1 km de distance, pour les plus performants. Or, entre Aix et Oléron, il y a un passage de 5 km de large. Alors comment on ferme ? Heureusement, il existe un banc de sable entre les deux îles, la Longe de Boyard. Tiens, au fait, est-ce que vous savez d'où vient ce nom, Boyard ? C'est pas commun, et niveau étymologie, ça n'évoque pas grand-chose. En fait, on le devrait à un cartographe hollandais qui a relevé ce banc de sable et l'a nommé Banyaert, banc de sable en hollandais. La francisation du mot a donné Boyard, donc le fort banc de sable. C'est original. Mais un article de la revue Néophilologus de 1949 avance une autre hypothèse. Le terme boyard ou bayard désignait à l'époque une partie de charpente dans une écluse de Salines. L'auteur, Johann Wilhelm Marmelstein, suppose que la modification s'est faite dans l'autre sens, du français vers le hollandais. On se retrouverait donc avec le fort charpente d'une écluse de Salines. Je vous laisse choisir votre camp. D'ailleurs, je suis curieux. Comment est-ce que vous prononcez le nom du fort ? Boyard ou Boyard ? Je vous mets un sondage en fiche, le petit i qui s'affiche en haut à droite. N'hésitez pas à répondre pour voir comment vous le dites. Fin de la parenthèse, revenons à nos moutons. On propose donc d'installer un fort sur ce fameux banc de sable pour fermer cet accès. Techniquement, on sait le faire, mais le projet s'avère très compliqué et très coûteux. Et oui, il faudrait enrocher ce banc de sable avec des fondations stables avant de construire dessus. C'est si compliqué que même Vauban renonce. Il aurait écrit au roi « Il serait plus facile de saisir la lune avec les dents que de tenter en cet endroit pareille besogne. » Ambiance. Le projet est au point mort lors du raid anglais sur l'île d'Aix en 1757, et comme la guerre de 7 ans s'achève en 1763, le projet de fort disparaît lui aussi. Il faut attendre 1801 pour que le projet voie enfin le jour. Napoléon est soucieux de protéger la rade, il réunit donc une commission pour réfléchir à tout ça, commission qui propose la construction du fort Ainet et du fort Boyard. Problème, là où le banc de sable est le plus haut, ça n'arrange pas les ingénieurs. Et donc on décide de se déplacer à un endroit où il y a à peu près 4,50 m à rattraper. 4,50 m c'est beaucoup. Donc le principe c'est construire une espèce de grande plateforme d'enrochement. En fait, on va balancer des cailloux, on fait une grande plateforme comme ça. Là-dessus, on construit en pierre de taille une assise solide, et puis le fort est posé par-dessus. Et allons-y gaiement, on commence à construire. Alors déjà, il faut faire une espèce de base arrière, qui est un chantier sur l'île d'Oléron, un endroit où il n'y a pas grand-chose, et qui va s'appeler Boyardville, qui s'appelle toujours Boyardville aujourd'hui, et qui est un entrepôt essentiellement, où on fait venir tous les matériaux, et puis on va les acheminer jusque sur le banc de sable. Voilà donc le projet d'origine. Facile ? Pendant 6 ans, on va enrocher le banc de sable avec des pierres venant principalement de l'île d'Aix. C'est vrai que c'est pas loin. Mais on est en mer et chaque hiver, les tempêtes détruisent la majorité du travail accompli dans l'année. Ça et les frégates anglaises qui s'amusent à menacer les ouvriers aussi. Pourtant, même si Dame Nature et le meilleur ennemi du pays se liguent contre Boyard, on ne perd pas espoir et on continue les travaux. Jusqu'en 1809. La bataille des brûlots, vous vous rappelez ? C'était dans le premier épisode, je vous le mets en fiche et dans la description sous la vidéo. Après ce désastre, on se dit que le Fort Boyard devient vital pour protéger la rade. Et oui, s'il avait été là, il aurait pu couler les brûlots, voire effrayer les Anglais et éviter l'attaque. Mais Napoléon décide d'abandonner le chantier. Pourquoi, après tous les efforts qu'on a déjà fournis ? On aurait pu imaginer que, plus que jamais, cette affaire des brûlots montre l'importance d'avoir un fort sur la Longe de Boyard. Et c'est tout le contraire qui va se produire. Parce que finalement, Napoléon dit, bon, cet arsenal de Rochefort, qui est déjà très compliqué d'un point de vue logistique, a une réputation d'invincibilité qu'il vient de perdre.
Moi, la marine, ça m'intéresse pas tellement. Déjà, on est 4 ans après Trafalgar, donc il s'intéresse pas beaucoup à sa marine, et il décide que finalement, ça mérite pas plus que ça qu'on s'intéresse à Rochefort. Et donc, pourquoi investir de l'argent pour protéger cet arsenal qui ne répond pas à ses attentes? Et donc, on arrête tout. Le projet reprend en 1837, pour de bon cette fois. En effet, la marine est en pleine période d'innovation et d'expérimentation, et Rochefort y joue un grand rôle. 8 ans plus tôt, on y a construit le premier navire à vapeur de la marine française, le Sphinx. Même si la situation géopolitique est relativement stable, il vaut mieux protéger la ville. Le projet Boyard est donc relancé. Et là, surprise, on se rend compte que l'enrochement est solide. Il s'est enfoncé d'1 mètre, mais il est stable. Enfin une bonne nouvelle. On s'attaque alors à la plateforme qui doit soutenir le futur fort, réalisé à l'aide d'un ciment hydraulique à prise rapide, et surtout qui résiste à l'eau. Et enfin, on finit par construire ce fort imaginé il y a plus d'1 siècle. Il est donc bâti en pierre de taille, et sur ce plan de 1855, on voit qu'un énorme éperon devait briser les vagues pour empêcher le déferlement. Vous noterez d'ailleurs les nombreux blocs de pierre tout autour qui ont pour fonction de briser la houle. Mais comme cet éperon s'avère trop compliqué à construire, on en réduit la taille. Et en 1859, ça y est, le Fort Boyard est terminé. Enfin, c'est ce qu'on a cru. Sauf qu'il y a 2 problèmes qui se posent. D'une part, il est très compliqué d'aborder. Il y a cette espèce de petit escalier tout à fait insuffisant, surtout pour emporter des canons. Donc on va construire un havre d'abordage. Et puis, vers le large, il faut construire un brise-lames, parce que la houle permanente fragilise énormément la construction. Et même dans les cas où la mer est un peu formée, il y a des vagues qui arrivent à rentrer dans la cour, c'est quand même très embêtant. Donc on repart pour des travaux assez colossaux, et tout ça s'achève en 1866. Ça y est, le Fort Boyard est enfin prêt et paré à défendre la rade. Il en aura fallu du temps et des efforts pour y arriver. Et pourtant, dès qu'on le termine, le Fort Boyard devient inutile. Et oui, les progrès de l'artillerie rayée font qu'on peut tirer des obus à plusieurs kilomètres, rendant le Fort Boyard complètement obsolète. Tout ce qui a justifié cet énorme investissement, cet exploit technologique, n'a plus de raison d'être. Et c'est toute l'histoire de Boyard d'être à chaque fois complètement absurde, complètement étrange et tout à fait hors norme. En fait, dès les années 1850, on sait que l'artillerie rayée va s'imposer et qu'elle fonctionne, et on continue quand même. Alors on continue parce que Boyard, finalement, même s'il perd son prestige en termes de fonction militaire, il a un énorme impact en termes d'image. En fait, c'est une sorte de démonstration du génie militaire français. Et d'un autre point de vue, c'est un fort qui est commencé par Napoléon Ier, qui est achevé par Napoléon III. Donc il a aussi une forte dimension dynastique. Louis-Philippe l'a relancé, mais Louis-Philippe était très soucieux d'unité nationale. C'est lui qui va faire le retour des cendres de Napoléon aussi. Donc il y a toujours quelque chose autour de Napoléon avec le Fort Boyard. L'armée se retrouve désormais avec un fort tout neuf, mais complètement inutile. Pour faire bonne figure, il va quand même être armé d'une trentaine de canons sur les 74 prévus. Des vieux canons d'ailleurs. Mais la fonction que tout le monde retiendra, c'est celle de prison. En 1871, au lendemain de la Commune, où des milliers de Français sont arrêtés, on a besoin de réquisitionner toutes sortes de bâtiments pour servir de prison de transit, puisque les communards sont condamnés à la déportation en Nouvelle-Calédonie, et donc Fort Boyard est idéal. Alors il y a plein de bateaux qui sont transformés en pontons, mais Boyard est parfait. Comme prison, c'est génial. Et cette fonction de prison a beaucoup marqué l'imaginaire. Encore aujourd'hui, beaucoup d'habitants du territoire sont convaincus que Fort Boyard a été essentiellement une prison. En fait, Boyard a été une prison pendant 18 mois, ce qui n'est pas très long dans son histoire. Et puis c'est des gens qui ne restaient pas très longtemps. Ils étaient soit libérés, soit transférés dans une autre prison, soit déportés. L'armée va quand même lui trouver une fonction militaire. Pendant 40 ans, c'est depuis le Fort Boyard qu'on déclenche les mines de fond, des mines sous-marines commandées électriquement. Ça occupe 5 personnes sur les 260 qu'aurait dû abriter le fort. Mais c'est déjà ça, non ? Puis en 1873, on y installe un marégraphe, un outil qui permet de relever le niveau de la mer, qui restera en fonction jusqu'en 1919.
Malheureusement pour lui, le Fort Boyard est déclassé en 1913 quand la technique des mines de fond est abandonnée, ce qui fait que le fort a été en service pendant 54 ans seulement. Ses canons sont retirés à la dynamite et il est laissé à l'abandon et aux pilleurs. Son état se dégrade si vite que le havre d'abordage, qu'on voit sur cette photo de 1945, disparaît juste après la Seconde Guerre mondiale. En 1958, il ne reste que ce petit bloc de pierre. Et quelques années plus tard, en 1975, l'éperon a complètement disparu. Il est mis en vente en 1962 et c'est un particulier qui l'achète sur un coup de cœur. Le fort est alors en ruine et en l'absence de projet, le propriétaire le remet en vente dans les années 70-80. Et c'est là que les idées folles se succèdent. Il y a des tas d'idées qui surgissent assez surprenantes. Aujourd'hui, ça nous fait sourire, mais en même temps, ça montre qu'il y avait quand même un intérêt aussi. On imagine par exemple d'en faire un hôtel, effectivement, un hôtel tout à fait étonnant. On pourrait se rendre en hélicoptère ou en bateau. Ça fonctionne pas. On imagine d'en faire une boîte de nuit. Ça, c'est sûr, on peut faire du bruit, il n'y a pas de problème. Pour les sorties de boîte, il faudrait voir un peu, mais en tout cas, on peut faire du bruit. Plus étonnant encore, il y a des gens qui proposent d'en faire une maison de retraite. Pour les gens qui ne veulent plus voir du tout leurs parents, donc. Le salut viendra de Jacques-Antoine. Le créateur du jeu La Chasse au Trésor cherche une nouvelle idée de jeu télé et il se souvient d'un film, Les Aventuriers, avec Lino Ventura et Alain Delon. Ce long métrage, sorti en 1967, est en partie tourné sur le Fort Boyard. D'ailleurs, vous pouvez y voir l'état du fort à cette époque. C'est impressionnant. C'est pas encore une maison. C'est un vieux fort en pleine mer. L'atelier dominera tout. Il y aura la tempête tout autour. J'aurai l'impression de vivre au milieu des vagues. Jacques-Antoine, donc, se souvient de ce film et souhaite y créer un jeu. Il rachète le fort en 1988 et persuade le département de s'associer avec lui. Le deal est simple, le département rachète le fort pour le franc symbolique, mais s'engage à le rénover et à l'entretenir. En contrepartie, le jeu télé doit offrir une vitrine au territoire. Alors aujourd'hui, le choix peut paraître facile quand on connaît le succès de l'émission. Mais à l'époque, il faut bien comprendre que le fort est en ruine et que débourser des millions de francs pour un jeu télé inconnu, c'est un vrai pari. Un pari que les élus ont relevé, mais à une courte majorité. Le 30 juin 1990, le tournage de la première émission, Les Clés de Fort Boyard, commence. Elle est diffusée une semaine plus tard et rencontre l'incroyable succès qu'on lui connaît. J'ai même retrouvé le premier générique de l'émission et vous n'êtes vraiment pas prêts. Vous êtes en route pour le Fort Boyard, colossal vaisseau de pierre ancré pour l'éternité au large de La Rochelle. Cette équipe de 6 candidats va y vivre une aventure étonnante. Au cœur de Fort Boyard se trouve une salle au trésor. De ce trésor, gardé aujourd'hui par des tigres, personne ne connaît l'origine. Et voilà comment de ruine, Boyard est devenu le fort le plus célèbre du monde. Bien sûr, le fort a changé depuis son abandon, puis l'apparition du jeu télé. Aujourd'hui, on y accède grâce à une grue qui soulève les passagers depuis le bateau. Et je vais laisser quelques-uns des candidats de la saison 2019 vous décrire ça. Le panier sur les côtés. Je reste dehors. Là, et tu t'accrocheras quand et je m'accroche pas maintenant là? Non, t'accroches pas maintenant. Viens tout de suite. Ok. C'est incroyable les frères. Palier. Oh mais ça commence à se relever. Ça monte. Les gars, c'est un truc de ouf. Qu'est-ce qui se passe?
C'est le vertige de ouf les gars, que le bateau est là, on est monté sur le truc. J'ai pris la peur de ma vie. Mec, Non, mais je rigole pas. tremble de ouf Ouais. là. C'était la première épreuve. Une fois sur la plateforme et les sensations fortes passées, il est temps d'entrer dans le fort. Avant d'aller plus loin, sachez que vous ne pourrez pas tout voir. La visite s'est faite en pleine période de tournage des émissions, donc je ne pouvais pas filmer l'intérieur des casemates, où se trouvent les jeux, les locaux techniques et globalement tout ce qui touche à l'émission. Mais c'est pas le plus pertinent ici, on est vraiment sur l'aspect historique du fort. Ceci étant dit, on poursuit la visite. La disposition du fort n'a pas changé, mais son aspect si. La modification la plus importante, c'est l'installation du damier, de la cage et de la herse au centre pour les besoins de l'émission. À ce propos, la passerelle centrale n'est pas non plus d'origine. Elle fut construite pour qu'on puisse accéder aux casemates du premier étage, et perso, je trouve que ça s'intègre très bien au fort. Au rez-de-chaussée, on trouve tout plein de surprises. Déjà, c'est là que se trouve la célèbre salle du trésor, mais aussi des locaux techniques, l'une des entrées du fort, j'y reviendrai, et plusieurs escaliers qui donnent sur les étages. Escaliers qui ont une certaine classe, je trouve, entre le modèle large, le colimaçon discret et le petit accès à la terrasse. Alors oui, ce ne sont que des escaliers, mais je leur trouve un certain charme. Au premier étage, on peut emprunter la passerelle et circuler librement entre les casemates. C'est aussi un endroit exceptionnel d'un point de vue cadrage. Regardez, où qu'on filme, c'est toujours un plan iconique. Là avec la vigie. Ici avec la salle du trésor. Ou encore là avec les arcades. Où qu'on regarde, on est dans l'émission, même sans candidat. C'est une sensation vraiment étrange. Pour moi, qui ai connu l'émission toute mon enfance, c'est vraiment un retour en arrière. Je redeviens le gamin de 7-8 ans qui regardait les épreuves à la télé. Tiens, justement, en parlant d'épreuves, il y en a une qui m'avait particulièrement marqué, c'est celle où les candidats devaient remonter dans le fort grâce à un filet. Eh bien, voilà où ils devaient remonter. Vous noterez les magnifiques portes en bois cloutées. Revenir dans le fort par ici, ça devait être bien sympa. Toujours au niveau des épreuves, il y a celle de la varap. Vous savez, quand les candidats doivent escalader le fort. On dirait pas, mais c'est sacrément haut. Direction le deuxième étage où on trouve encore des casemates avec des jeux et d'autres locaux techniques. D'ailleurs, petit détail amusant, on n'entend pas, ou très peu, le bruit de la mer quand on est dans le fort. Voilà, c'est juste un petit détail, mais je trouvais ça sympa. La visite s'achève avec la terrasse. Et c'est certainement la partie la plus intéressante du fort selon moi. D'ici, on se rend vraiment compte de la position stratégique de Boyard et de son utilité s'il avait été terminé plus tôt. Regardez, d'ici on domine toute la rade. Là, l'île d'Aix avec le fort de la rade à tout juste 3 km. Ici, le fort est net. Là, Fourras et son immense fort. Par là, à l'entrée de la Charente, juste devant l'île Madame, et enfin l'île d'Oléron à un peu plus de 2 km. Pour
Pour contrer une flotte, il n'y a pas meilleur endroit. Et vous voyez pourquoi je disais plus tôt qu'il aurait certainement coulé la majeure partie des brûlots anglais en 1809, voire aurait empêché l'attaque. Un fort lourdement armé en plein milieu de la mer, ça aurait découragé n'importe quel adversaire. Et on comprend mieux l'aspect symbolique du chantier dont parlait Denis Rolland, le côté démonstration du génie militaire. Alors certes, c'était un peu tard, mais quand même, quelle prouesse! Bon, je m'égare. On continue la visite avec l'un des symboles les plus connus du fort, la vigie. Une fois en haut, c'est encore l'instant retour en enfance. Le bureau du père Fouras, pas Fouras, avec ses grimoires et ses filets en désordre. D'ici, on domine encore plus la rade, et c'est pour ça qu'un projecteur y fut installé en 1880 afin de l'éclairer. Par contre, attention à la descente, c'est assez raide. Et comme toujours, les vues iconiques du fort. Et autre détail amusant, quelqu'un a littéralement laissé son empreinte sur le fort. La visite s'achève et il faut déjà repartir. Et même en quittant le fort, on tombe sur des moments magiques, comme une célèbre frégate tout juste de retour de Normandie. Un joli cadeau d'anniversaire pour l'émission Fort Boyard, qui fête cette année son 30e anniversaire avec 30 coups de canon. Venir sur le Fort Boyard, c'est un rêve pour des milliers, voire des millions de personnes. Même s'il n'est pas ouvert au public, j'espère vous avoir transmis un peu de cette magie, vous avoir fait vivre ce rêve. Mais si vous en voulez plus, j'ai quelques surprises pour vous. Déjà, je vous ai préparé plusieurs photos à 360 degrés du fort pour que vous aussi, vous puissiez le visiter autant que vous le voulez. J'ai même trouvé un modèle 3D extrêmement bien réalisé qui vous permettra de voir le fort sous toutes les coutures. C'est un peu technique à manipuler, mais vraiment ça vaut le coup. Je vous laisse découvrir tout ça sur passysecret.fr. Pour aller plus loin, vous avez des tas de sites et de livres sur le Fort Boyard, mais j'en ai retenu quelques-uns vraiment complets. fan-fortboyard.fr, très riche sur l'histoire du fort, son actualité et les émissions, et fort-boyard.fr, le site officiel du jeu, qui possède les archives des épreuves, des émissions et plein d'autres surprises qui remontent au tout début de l'aventure. Enfin, je vous invite à consulter l'exposition virtuelle Fort Boyard, les aventures d'une star sur le site de la Charente-Maritime. Elle reprend l'histoire du fort avec plein de documents historiques, de plans et de photos anciennes et une bibliographie bien étoffée. J'adresse un immense merci au département de la Charente-Maritime et à ALP Productions pour m'avoir permis de visiter le fort et de le filmer pour vous. Avec les tournages, c'est assez compliqué de recevoir du monde, donc merci à eux pour cette opportunité. Comme toujours, cet épisode est réalisé en partenariat avec l'Hebdo de Charente-Maritime. Cette fois, vous retrouverez l'article en deux parties, une aujourd'hui et l'autre jeudi prochain, avec des photos inédites. N'hésitez pas à le prendre en kiosque ou sur internet, je vous mets les liens en description. C'est ici, au cœur du Fort Boyard, que l'on se quitte. J'espère que cette série estivale sur la ceinture de feu de la Charente-Maritime vous aura plu. Plus que jamais, n'hésitez pas à le partager pour faire connaître l'intérieur de ce fort connu de tous, mais très peu visité. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cet épisode et partagez en commentaire vos anecdotes, vos souvenirs et vos histoires avec le Fort Boyard.
Quant à moi, je vais prendre des vacances bien méritées, mais on se retrouve très vite en octobre pour un nouveau reportage souterrain cette fois. À bientôt. Ça y est, le Fort Boyard est enfin paré à défendre la rade. Il en aura fallu du temps et des efforts pour y arriver. Et pourtant, les progrès de l'artillerie rayée font qu'il devient rapidement inutile. C'est pas du tout ça que je dois dire.